Bonsoir. Des balcons d'un immeuble qui se détache à la Riviera Bonhoumins, causant d'importants dégâts matériels. Et cet effondrement vient s'ajouter à la triste série à laquelle nous assistons depuis quelques mois ici à Abidjan. On fait le point tout à l'heure. Nous vous l'annoncions il y a quelques jours, Samia Suluhu Hassan est depuis le 19 mars dernier la présidente de la Tanzanie. Retour sur le parcours de la première femme à accéder à la magistrature suprême dans ce pays d'Afrique de l'Est. Et le 20 mars dernier, le monde entier a célébré la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Ce soir, le docteur Anongba Marcel, président de l'association des odontostomatologistes de Côte d'Ivoire, sera sur notre plateau, il sera en notre compagnie. Avec lui, il sera question des objectifs de cette journée et des actions entreprises dans le domaine de l'odontologie et de l'odontostomatologie en Côte d'Ivoire. Vous en saurez un peu plus. Débat et analyse, décryptage de l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oui, bonsoir et merci d'être en notre compagnie. C'est une nouvelle semaine que nous entamons. Vous l'avez noté, j'avais un raccourci sur l'odontostomatologie. Et tu as dit odontologie. Alors, les deux ne se disent plus. Avant, on combinait les deux. Alors, désormais, il faut dire odontologie et stomatologie. Ah, c'est pas pareil. Non, c'est plus combiné. Ok. Voilà, c'est plus le raccourci que j'en prenais. Ok, on en apprendra plus, je pense, avec la vie. Exactement, parce que les lundis, c'est pédagogie. Hein. Très pédagogique. Bonsoir, Madame Bleu, comment allez-vous? Très bien, et toi-même? J'ai vu le week-end de la peinture. Oui, beaucoup de productions ce week-end, des nuits blanches également, pour produire des œuvres. Donc, je pense que les amateurs d'art seront servis. On a de la chance de vous avoir. Vous ne nous invitez pas assez, je pense. Pardon? Vous ne nous invitez pas assez, je mais pense. si, vous êtes au courant, régulièrement. On vous a plongé dans beaucoup de lectures le week-end, Serge. Non. C'est parce que je n'ai pas osé dire ce que vous faites le week-end. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, merci. Oui. Très bien. Alors, Rihanna, comment ça va? Bonsoir Brice. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien vous êtes et toi? magnifique comme tous les soirs. Merci beaucoup. Très bien. Alors avec vous, on va tout de suite entamer la petite info. Oui. De quoi nous parlez-vous ce soir? Alors ce soir, je vais vous parler du SDF parisien, justement, qui a poursuivi un magazine, un magazine français en justice, et qui a été dédommagé et qui a reçu la somme de 40 000 €. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en lisant le journal... SDF alors en fait. Ouais, un ex-SDF, exactement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en lisant le journal, il a vu sa photo dans le journal, il n'avait pas été au courant que cette photo lui avait été volée. Alors, parce qu'il connaissait ses droits, écoutez, il est parti en justice pour poursuivre ce magazine. D'abord, il a été dédommagé, il a reçu 10 000 €. Donc, dans un premier temps, alors le magazine était censé retirer sa photo du site web et puis de l'application mobile. Ils ont retiré du site web, ils n'ont pas retiré de l'application mobile. Et encore une fois... Il y a un gars qui a dû lui dire, ils n'ont pas retiré. Et encore une fois, il est allé continuer la poursuite judiciaire. Et cette fois-ci, c'est 30 000 € dont il a bénéficié. Et puis ses avocats étaient très, on va dire, étaient très fiers d'eux parce qu'ils ont pu montrer à tout le monde que quel que soit d'où on vient, on a des droits. Et ces droits-là concernent aussi le droit à l'image, le droit à la vie privée. Et puis tout le monde peut en bénéficier. Donc il faut savoir qu'on a des droits et qu'on peut poursuivre n'importe qui quand son image est volée. Donc je vais commencer à chercher des images de moi qui sont dans des magazines où je n'ai pas donné mon autorisation. C'est un système un peu vicieux quand même. Très franchement, le monsieur, il vit dans la rue, donc sur le domaine public. Il se retrouve malencontreusement, je suppose, parce que je ne crois pas que le magazine l'ait pris au centre de la photo, dans une photo. Alors après... il faut savoir que l'article d'ailleurs parlait de crack, de consommateurs de crack. Ah, donc, donc voilà. On l'a pris en photo exactement, pour illustrer justement... Ah ouais, c'est pire. Ouais, c'est pire, abusé. Ils ont ce qu'ils méritent. Sans autorisation en plus, Tout à voilà, la double peine. Moi, j'étais à la salle de sport. Ils ont fait des photos de moi. Bon, je termine pas cette histoire. On va partir tout de suite pour le traditionnel tour de l'information et l'essentiel de l'actualité, les points saillants. C'est dans les live actu. Et un jour, peut-être, vous connaîtrez la suite et la fin de cette histoire. On va parler de détachement de balcon d'un immeuble à Riviera Bonhoumins, c'est beaucoup plus sérieux. Eh bien, les faits se déroulent le samedi dernier, à Cocody Riviera,
à Bonoumei. 3 balcons donc se sont détachés de la façade d'un immeuble de 3 étages menaçant de s'effondrer. Bilan, heureusement, aucune perte en vie humaine, mais des dommages matériels importants causés. Les habitants donc, ont été sommés d'évacuer l'immeuble. Madame, le retour sur ce fait-là en votre compagnie? Un fait qui fait suite à un effondrement d'immeuble qui s'était passé la semaine précédente et qui malheureusement s'était passé dans la zone toujours de Cocody, donc à Anono, et qui avait fait une dizaine de victimes, donc de morts. Et on se retrouve encore avec un autre cas. Cette fois-ci, il s'agit de balcons. On peut dire heureusement, mais malheureusement, il y a eu aussi des dégâts matériels, comme on a pu le constater. C'était le samedi à 17h45. On a même eu aussi le témoignage dans un direct Facebook de Madame Diane Douaille, qui est une bénévole activiste et également qui travaille pour un opérateur qui fournit l'électricité. Et pendant ce live, elle a expliqué qu'elle était résidente de cet immeuble et que elle et les personnes qui vivent dans cet immeuble devaient en tout cas quitter l'immeuble sous 24 heures. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais elle s'est retrouvée un peu désemparée parce que vous devez faire vos valises et vous devez trouver un autre habitat, une autre maison pour emménager sous 24 heures, alors que ce n'est pas de votre responsabilité, ce n'est pas vous qui êtes en cause. Et c'était assez troublant et assez difficile à regarder. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Donc on se retrouve encore dans des situations où l'immobilier en Côte d'Ivoire rencontre certaines difficultés, surtout pour les personnes qui résident dans ces immeubles. Et on a eu la réaction sur le compte Twitter du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Très actif sur Twitter. Très actif sur Twitter, qui a réagi donc le dimanche et qui a assuré, et je cite, que tout sera mis en œuvre pour en rechercher les causes et situer les responsabilités. Les défaillances avérées seront sanctionnées selon les lois en vigueur. Et il a également rappelé que la responsabilité, ça c'était lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce jour, il a également tenu à rappeler que la responsabilité des maîtres d'ouvrage étant centrale en cas d'accident, il invite à la plus grande vigilance tous ceux qui construisent un bâtiment en leur rappelant l'obligation qu'ils ont de se faire assister de professionnels agréés du cadre bâti, donc architectes, ingénieurs en BTP, etc. Donc c'est dramatique, mais ce n'est pas la première fois qu'on a ce type d'effondrement. Ici, c'est vrai que c'est partiel, mais le fait que les sapeurs-pompiers aient demandé aux résidents de l'immeuble d'évacuer se base sur une présomption qui concerne le fait que l'immeuble pourrait s'écrouler du fait de sa construction, des défaillances de construction. Donc de façon préventive, on leur a demandé de quitter l'immeuble. Donc il y a eu également, on avait rappelé déjà la semaine passée, d'autres cas d'effondrement qui ont eu lieu. Et on a pris la période de 2013 à 2021. On avait rappelé l'immeuble en construction au niveau de la zone de Cocody, André-Château, qui s'était effondré, qui avait tué un ouvrier et a fait au moins 15 blessés. On avait rappelé celui de Yopougon Maroc, de Yopougon Quartier Maroc également, également à Cocody Bonoumin, à Yopougon Cité Verte. On se rend compte que c'est vraiment dans les zones de Cocody et de Yopougon qu'on a ces effondrements. Donc la responsabilité, on en parle. Elle se situe entre qui? Donc le maître d'ouvrage ou au niveau du ministère qui délivre les permis de construire. Donc la question aussi que je me pose derrière, c'est vrai, c'est important que le ministère ait rappelé que désormais nous porterons plainte contre les maîtres d'ouvrage. Mais derrière, lorsqu'on a un immeuble, on va dire, qui a un permis de construire, c'est que normalement, on a derrière on a pu un architecte et un ingénieur en BTP qui certifie que ce permis de construire peut être délivré, donc il n'y a pas de défaillance. Donc s'il y a un problème, j'espère que cet immeuble a été conçu par un architecte agréé et un ingénieur en BTP. Donc lorsqu'il parle de responsabilité des maîtres d'ouvrage, ce seront certainement ces personnes qui seront entendues. Mais est-ce que c'est le cas de tous les immeubles peut-être qui ont un permis de construire? Est-ce qu'on a effectivement un ingénieur en BTP et un architecte agréé qui travaillent derrière tous ces immeubles qui sont construits à Abidjan? Donc on parle de permis de construire, mais il faut vraiment faire de telle sorte que tous les immeubles aient un permis de construire qui derrière a un architecte
agréé et un ingénieur en BTP au moins. Et surtout un permis de construire qui certifie vraiment que les éventuels risques de défaillance ont pu être constatés, qu'il n'y a pas que les bases sont bonnes, que l'immeuble est solide, on va dire, parce que c'est pour la énième fois, on va le dire, hein, c'est vraiment dommage qu'on puisse voir de tels dégâts, même s'il n'y a pas de perte en vie humaine, on voit la voiture qui est totalement broyée. Des terrasses on imagine qui bien s'écroulent, s'il y avait quelqu'un qui était juste en dessous de la clôture, qui passait, ou tout encore simplement. les gens qui ont l'habitude de s'adosser donc sur les Ben balcons. oui. Et les Ça aurait enfants pu être surtout, pire, oui. les enfants surtout parce que Madame Diane Douai disait que c'était aux environs de 17h45 que ça s'est produit. Et heureusement, il n'y avait pas d'enfants qui jouaient en bas parce qu'en général, ils jouent en bas à 17h45, 18h après, tous les enfants montent. Mais heureusement qu'il n'y avait pas d'enfants. Bon, on en appelle aujourd'hui à la responsabilité. C'est vrai que c'est au centre du débat. De toute façon, on en parlait encore jusqu'à la semaine dernière, hein, par rapport à ce qui s'était passé aussi avant cela. Mais ok, on peut avoir un permis de conduire. De construire. Pardon, excuse-moi. De construire en bonne et due forme. Mais il y a un autre facteur qui existe, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro, je veux dire. On parle de bâtisse, on parle de BTP, de bâtiments. Il y a l'usure, il y a le temps. Bon, il n'y a pas forcément de risque zéro. Donc moi, je veux dire, si on doit parler de responsabilité aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans le débat de maître d'ouvrage ou ministère, mais moi, je m'inquiète tout de suite pour les victimes. Les victimes qui sont sommées de quitter leur lieu d'habitation. Aujourd'hui, elles sont sous la responsabilité de qui, ces personnes-là? À un moment, il faut peut-être que nous aussi, on arrive au niveau soit du gouvernement, soit, je pense que c'est si on a encore un ministère de la Solidarité, si je ne m'abuse, qu'on arrive à dépêcher des fonds pour pouvoir trouver des solutions pour ces familles-là qui sont à la rue aujourd'hui. Parce que tout le monde n'a pas forcément un oncle qui a de la place chez lui ou un père qui a encore une maison. On ne devrait pas avoir ces personnes-là qui sont en détresse aujourd'hui à se plaindre sur les réseaux sociaux pour savoir, pour vous dire que je ne sais pas où je vais aller avec ma famille. Il y a des hôtels en Côte d'Ivoire. On peut, je pense, dégager certains fonds pour pouvoir tout de suite s'occuper de ce genre de cas-là. Donc, moi, c'est peut-être cette taxe-là que j'ai envie de... Dans les situations de catastrophe, dans les pays développés, lorsqu'il y a une situation de catastrophe, par exemple un ouragan ou une catastrophe naturelle, soit on immobilise, on sollicite, voilà. Ou on réquisitionne un hôtel, on réquisitionne par exemple une salle de sport, le temps que les familles puissent... En fait, ça devrait même être pensé Il y a un avant. hôtel qui avait été réquisitionné pour pouvoir, en tout début de crise, pouvoir mettre en quarantaine, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de centres de quarantaine. Mais bon, on peut dire que c'est une possibilité, hein, c'est envisagé. Et c'est à faire même, je pense. On ne devrait pas se retrouver dans des situations pareilles. C'est bien dommage. Et moi, ce qu'il faut retenir également, on a parlé de responsabilité, donc le ministre a parlé de maître d'ouvrage, j'ai parlé de mener une enquête pour savoir quel est l'architecte et en tout cas quelles sont les personnes habilitées à travailler sur cet immeuble. Donc forcément, s'il y a eu un problème et qu'il y a eu un architecte derrière, il est possible qu'il puisse perdre sa licence. Une forme de traçabilité. Oui, il est possible qu'il puisse perdre sa licence parce que si effectivement un architecte agréé à travailler sur cet immeuble, il est foutu malheureusement. Donc j'espère que les enquêtes seront menées et que ça va aboutir à situer les responsabilités pour les populations qui vivent on parle de situer les responsabilités, il y a des niveaux de responsabilité. Oui, il y a des niveaux de responsabilité, effectivement. Des responsabilités directes, des responsabilités associées, j'ai envie de dire, on parlait d'architecte. Après, je n'irai pas trop loin en parlant de l'entretien même, parce que souvent également, l'entretien fait défaut. Il y a des immeubles où on vous demande de ne pas fissurer les murs, parce qu'il y a... Non, mais on a 3 balcons qui se sont détachés en même temps. On aurait eu un seul balcon qui serait détaché. Non, mais quand on vous entend et quand on lit la plupart des news, on parle de balcons qui se détachent, mais regardez, ça monte de plus haut. Hein. C'est au niveau de la dalle. C'est les remparts de la dalle, en fait. C'est le premier à se détacher qui tombe sur le premier balcon, qui lui s'effondre et qui tombe sur le deuxième, ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est dangereux. Après, la question qu'on peut se poser, c'est maintenant, que fait-on de cet immeuble-là ? Il y a des enquêtes qui vont venir déterminer... Est-ce qu'il sera, s'il se trouve qu'il ne respecte pas les conditions, est-ce qu'il y aura détruit Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je pense que c'est le ministère qui pourra nous donner, la réponse. Très bien.
Deuxième point de notre tour de l'actualité, hein. En tout cas on est très triste pour ces familles-là à qui on adresse toute notre compassion et puis on espère qu'une solution, des solutions seront rapidement trouvées pour reloger dans un premier temps ces personnes-là, qui trouveront des solutions pour trouver des meilleures conditions pour eux. J'espère que les voitures étaient aussi assurées, hein, parce que là... Je dis, si vous permettez, Brice, ce serait bien aussi, hein, puisqu'on propose des choses hein, au niveau du ministère aussi pour faire avancer les choses. Il doit certainement exister, mais qu'on puisse vraiment communiquer sur un numéro vert, par exemple, et faire un appel, dans ces cas-là. Faire un appel au civisme à tous les citoyens. Aujourd'hui, on assiste tous des fois à des immeubles qui poussent dans nos différents quartiers. Moi, en ce moment, en face de chez moi, il y a un immeuble qui est en train de pousser, mais juste en bas de l'immeuble, il y a un maquis. Donc l'immeuble, il va pousser, il y aura des constructions, et peut-être que si jamais il y a un problème, ça tombe. Donc moi, quand je constate un fait pareil, il faut que je puisse pouvoir connaître un numéro vert où j'appelle pour dire attention, messieurs du ministère, je ne sais pas si vous savez, mais voilà. C'est pas forcément de la dénonciation, mais c'est un appel à la responsabilité. C'est de la même manière lorsqu'on appelle la police ou se plaindre de nuisances sonores, on a le droit en tant que citoyen d'indiquer qu'il y a un problème au niveau d'une bâtisse. On devrait sensibiliser les populations à ce niveau-là aussi. Ok, d'accord. On va vous commettre à cette tâche-là d'ici demain, vous vérifier s'il existe un numéro et de pouvoir le donner à l'antenne demain. Sans problème. Merci. Deuxième point donc de notre tour d'actualité, eh bien c'est un portrait de cette première femme présidente avec le sourire, Rihanna. Première femme en Tanzanie. Tout à fait. Alors c'est le sourire de la femme qui est très fière. Elle est quand même première femme en Tanzanie. Tout à fait. Alors elle a prêté serment le vendredi 19 mars pour succéder justement au président John Magufuli, dont le décès a été annoncé le 17 mars, malheureusement des suites du coronavirus. Alors officiellement, c'était une crise cardiaque. Ils ont annoncé. Officiellement. Officiellement, c'était une crise cardiaque. Oui. Alors Samia Suluhu Hassan devient ainsi la première femme à diriger la Tanzanie, un pays de l'Afrique de l'Est. Elle était déjà la première vice-présidente de l'histoire de la Tanzanie et depuis notamment l'arrivée de l'ex-président au pouvoir en 2015, et c'était d'ailleurs sa colistière, on va le dire comme ça. Et alors selon la constitution tanzanienne, Samia Hassan, âgée de 61 ans, doit rester au pouvoir jusqu'à la fin prévue du mandat de John Magufuli, soit en 2025, parce qu'il avait été réélu en 2020. Alors Samia est désormais l'une des 2 femmes actuellement au pouvoir en Afrique, avec l'Éthiopienne Sahle-Work Zewde, je vais y arriver, dont les fonctions sont tout aussi honorifiques. Alors pour revenir un peu sur le parcours de cette femme, elle est née en 1960 à Zanzibar, au sein d'une famille modeste. Elle est diplômée d'un master en développement économique communautaire et puis de plusieurs universités aux États-Unis, et son parcours est remarquable. Elle a commencé sa carrière au sein du gouvernement de Zanzibar, où elle a occupé des fonctions administratives et un poste en tant que responsable du développement. Et puis, toujours à Zanzibar, elle a rejoint le Programme alimentaire mondial en tant que chef de projet. Et sa carrière politique va démarrer en 2000, donc 21 ans de carrière politique tout de même, lorsqu'elle est nommée membre du Parlement de Zanzibar par le parti présidentiel tanzanien. Eh bien, elle sera plus tard élue à l'Assemblée nationale tanzanienne. Et puis, aujourd'hui, on va dire qu'elle a été plusieurs fois ministre au Zanzibar. Elle a été vice-présidente et son rôle, notamment, était d'être l'ombre du président de la République. Mais pourtant, c'était elle le visage de la Tanzanie à l'étranger, où elle représentait régulièrement le président Magufuli. Et puis, c'est une mère de famille, mère de 4 enfants. En tout cas, on a particulièrement aimé certaines notes de son discours qui démontraient... Son discours d'investiture. Son discours d'investiture, on en parlait avec Edith. Oui, c'était très, on va dire, touchant, très poignant. Et puis, on voyait le sens de la responsabilité. Et surtout, les images. Je veux dire, les images sont fortes. Le message derrière, en tout cas, je pense à toutes les petites filles, les jeunes femmes... qui voit cette dame, c'est vrai que c'est pas un concours de circonstances malheureux, il faut le noter, mais qui finalement prend la tête de son pays et va le diriger pendant 5 ans et va devoir faire ses preuves et surtout satisfaire le peuple tanzanien, mais la voir comme ça défiler et avoir les hommages de l'armée, c'est une magnifique image. Concours de circonstances malheureux, oui, effectivement, puisqu'il y a décès, mais elle arrive quand même par elle-même à être première vice-présidente. Je veux dire, c'est pas rien, donc c'est un poste qu'elle mérite. Elle avait du mérite, oui. Ouais.
Et on l'appelle, le surnom qu'on lui donne aussi en Tanzanie, on aime bien donner ce surnom aussi, même en Afrique de l'Ouest, la mama, on l'appelle la mama. Et comme tu le disais dans son discours d'investiture, elle a tenu à être claire. Et ça lui a même valu une salve d'applaudissements. Donc elle a dit, pour ceux qui avaient des doutes concernant la femme, concernant le fait qu'une femme serait capable de devenir présidente de la République de Tanzanie, je tiens à vous dire que cette personne qui se tient en face de vous est la présidente de la République de Tanzanie. Et elle a ajouté, je voudrais vous réitérer que cette personne qui se tient en face de vous est donc la présidente de la République de Tanzanie. Et il se trouve que voilà, je suis une femme. Donc, arrêtez de m'appeler la mama. Je suis votre présidente. I'm your president, not your mama. Et quand on regarde ses yeux, très franchement, enfin son regard, on sent vraiment on la dame de fer. La dame de fer, un peu à la Margaret Thatcher. Non, mais en tout cas, c'est vrai, parce que moi, j'aimerais revenir sur sa posture. Hein. C'est vrai qu'elle, comme on peut le dire, certains le diraient. Elle dans ses bottes. C'est ça, justement, certains le diraient, elle est arrivée par concours de circonstances, mais on voit dans son attitude et dans sa posture qu'elle prend justement cette responsabilité à cœur et très au sérieux, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, on voit qu'elle est prête justement à assumer ses responsabilités. En fait, c'est beaucoup de circonstances à la fin, j'ai envie de dire. Parce qu'on a l'impression qu'elle est sortie. Elle aurait été sénatrice encore, qu'elle serait arrivée là, parce que je ne sais pas, le Parlement. Elle était déjà prête à assumer ce rôle, oui. Mais non, je veux dire, c'est logique. Le concours de circonstances, il est avéré, mais il ne faut pas tout de suite dire que c'est vraiment un concours de circonstances, c'est que ça en fait. Mais c'est une dame brillante, elle a un super parcours et aujourd'hui, c'est vrai que les faits sont les faits. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'elle aura quand même 4 ans pour quand même démontrer ce qu'elle peut apporter justement à ce pays et puis pourquoi pas être réélue. Moi qui aime bien retrouver des petits détails, justement d'insister pour dire que je ne suis pas votre maman mais votre présidente. Ça doit répondre à quelque chose. Effectivement. Certainement qu'il y avait une forme de rumeur dans le pays qui avait commencé. Après on est dans un pays, je veux dire, qui a pour la première fois une femme présidente. Peut-être que la tradition se veut très patriarcale aussi dans cette région de l'Afrique. Donc il y a forcément une raison qui explique qu'elle a tenu à insister sur le fait que I'm not your mama, I'm your president. Cette raison est toute simple. Hein. On n'a même pas besoin d'aller chercher si le régime ou le pays est patriarcal ou pas. Je veux dire, une mère, une maman, on sait très bien ce qu'elle représente dans la vie d'un homme avec grand H en général. Mais une maman, une présidente, un chef n'est pas forcément une mère. Je veux dire, on va pas voir sa mère, on irait voir sa mère peut-être pour certaines doléances, on n'irait pas voir le chef pour d'autres, pour les mêmes. Donc c'est bien de préciser. C'est un peu une façon de mettre les points sur les i. Oui, je suis une mère, mais avant tout, je suis votre chef suprême. Un rappel de la fermeté. Exactement. Oui, de la fermeté et surtout, je pense que là où on l'attend également. De l'autorité aussi. Où les Tanzaniens également l'attendent, c'est dans la gestion de la crise sanitaire au sujet de la Covid. On sait que son prédécesseur était covido-sceptique, comme on dit. Très covido-sceptique, il n'y croyait pas du tout. Et justement, c'est là que les rumeurs ont annoncé qu'il était sûrement décédé, peut-être de cette maladie. Parce que pendant plusieurs jours, en tout cas plusieurs semaines, on ne l'avait plus vu. Et il se trouvait qu'il était au Kenya, donc en soins au niveau du Kenya. Mais je pense que là où, en tout cas, on l'attend, c'est à ce niveau-là aussi, au-delà de la gestion de l'État, de la gouvernance. Elle a ses preuves à faire et franchement, on lui souhaite bonne chance. Il n'y a pas de meilleure conclusion pour fermer les portes de ce... Et je pense qu'on verra plus de femmes présidentes pour la prochaine décennie. Ça, c'est un souhait. On va refermer ensemble cette page d'actualité, marquer une pause et retrouver notre invité. Le 20 mars dernier a marqué la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Pour en parler avec nous, le docteur Anongwa Marcel, il est président de l'association des odontologistes et stomatologistes de Côte d'Ivoire. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors tout à l'heure j'avais dit odontostomatologiste et on m'a dit que ça ne se dit plus comme ça. Non, ça ne se dit plus comme ça parce que tout simplement il y a dans l'association les odontologistes. Donc pour faire peut-être plus simple, les chirurgiens dentistes. Voilà, donc les odontologistes et puis les médecins stomatologistes. Ensemble, dans l'association, ça devient Association des odontologistes et stomatologistes de Côte d'Ivoire. Avant, c'était odontostomatologie.
On les a séparés. Très bien. Alors, c'est quoi la stomatologie et l'odontologie? L'odontologie, bon, c'est la science donc, médicale pour s'occuper de la cavité buccale, de tout ce qui est pathologie au sein de la bouche, c'est-à-dire les dents, la gencive, le tissu mou, hein, si vous voulez, voilà, les tissus mous, et puis la dent, qui est un tissu dur. Maintenant, la stomatologie, c'est un cran au-dessus en termes de compétences et de sphère d'intervention. Ce qui veut dire que lorsque le chirurgien dentiste décèle par exemple un cancer, ce n'est pas lui qui fera le traitement, il fera éventuellement voir le stomatologiste et qui, ensemble avec d'autres spécialistes, s'occuperont de ce cas précis. Voilà un peu la différence. Et quand il y a par exemple un accident de circulation et qu'il y a, prenons un cas simple, une fracture de la mandibule, eh bien, bien qu'on ait les compétences pour le faire, mais on n'osera pas le faire, on ne voudra pas le faire parce qu'on estime que les stomatologistes sont là et que c'est à eux de s'occuper de réhabiliter la mandibule du patient. Voilà, on intervient ensemble dans la sphère buccale, mais la stomato part du cou jusqu'à la tête. C'est un cran au-dessus, comme vous l'avez dit. Voilà, c'est une autre spécialité. On est ensemble au niveau de la cavité buccale. Mais nous sommes chirurgiens dentistes, donc nous faisons des interventions dans la bouche, mais nous n'irons pas à faire des grandes interventions où il y a des grosses fractures lors d'un accident, des grosses chirurgies. Là, c'est les chirurgiens maxillo-faciaux qui font ça. Alors, le taux de prévalence de la carie dentaire en Côte d'Ivoire est de 62%. Oui. Et celui lié aux autres maladies de la bouche est de 80%. Qu'est-ce qui explique, selon vous, un si fort taux dans ces deux cas? On n'aime pas se brosser les dents en Côte d'Ivoire? Écoutez, nous ne sommes pas un pays très riche, quoique dans les pays très riches, le taux, dans certains pays très riches, le taux est quand même élevé parce qu'ils consomment plus de produits sucrés que nous. Mais il faut dire que ce taux est élevé parce que la population est pauvre, la population n'est pas suffisamment instruite pour pouvoir faire de la prévention. Alors, l'un dans l'autre, nous nous retrouvons avec un taux élevé, malgré les efforts faits par le milieu odontologique. Ça veut dire qu'on peut respecter les 3 brossages. C'est bien 3 brossages? Oui, 2 3 brossages, si vous pouvez. Hein, d'accord, sinon 2 brossages minimum. Par jour. Par jour. On peut l'effectuer, mais il faut quand même aller voir de façon préventive le chirurgien dentiste. Voilà. La question c'est, est-ce que les Ivoiriens fréquentent régulièrement les dentistes? C'est toujours une question de moyens? Non. Oui, une question de moyens et de culture. Voilà. Parce que dans notre pratique, nous sommes tous les jours avec les malades. Hein. Je me rappelle, en début de carrière, dans les années 90, j'étais dans un hôpital d'Abidjan. Et lorsque je recevais des malades, je décelais, bon, le malade vient pour une grosse carie. Je dis, bon, ok, mais là c'est trop tard, là. On sera obligé de l'extraire. Il dit, d'accord, c'est pour ça que je suis arrivé. Imaginons que je sois obligé de l'extraire. Je lui dis, ah, juste à côté, il y a une carie dentaire. Non, laissez ça. Ça ne me fait pas encore mal. On va gérer, comme on dit. Voilà. Et après, on verra pour l'autre. Voilà. Et je vous assure, puisque j'estime que c'est une chance, j'ai fait 14 ans de carrière dans un même hôpital. Donc, j'ai eu le temps de revoir des patients. Eh bien, je vous assure que vous voyez le patient en 1992. Vous le revoyez, vous avez dit en 1992, voilà, vous avez des caries ici. Il dit OK. Il réapparaît en 1995 avec toutes les dents foutues. Alors qu'il avait été sensibilisé. Il y avait eu, oui. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que nous comprenons. Nous comprenons qu'il faut commencer très tôt la sensibilisation avec l'enfant. Parce que l'adulte, bon, c'est un peu plus difficile. Et généralement, pour ceux qui fréquentent justement les dentistes régulièrement, quels sont les soins bucco-dentaires qu'ils ont le plus tendance à faire? En fait, les soins bucco-dentaires, c'est quand vous faites un diagnostic. Bon, c'est la carie qui est la maladie
la plus répandue. La plus répandue. Ça, dans la cavité, c'est clair. D'accord. C'est la plus répandue. Donc, quand les patients arrivent, bon, vous êtes obligé, vous faites tout pour garder la dent. Parce que le chirurgien dentiste d'aujourd'hui, c'est le chirurgien dentiste qui fait tout pour conserver une dent. Qui fait tout, je dis bien tout pour conserver une dent. Des fois, nous retrouvons des dents. C'est le cas du chirurgien dentiste il y a quelques années. Non, si vous allez 30 ans en arrière, sincèrement, quand nous proposions aux patients de conserver les dents, dès qu'ils disaient non, eh bien, écoutez, moi je vous ai donné mon exemple, là. Dès qu'ils disaient non, vous êtes obligé d'extraire parce qu'ils ne veulent pas. Mais aujourd'hui, des fois, quand ils disent non, quand ils veulent qu'on extrait, on fait tout pour les convaincre. Mais sincèrement, quand ils refusent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. D'où la question Voilà. de la pauvreté. Voilà, ça suit. Ça suit. On a entendu dire également que beaucoup d'extractions pouvaient causer des problèmes de vue et d'autres problèmes. C'est des... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Beaucoup d'extractions déjà, il faut savoir que vous ne mangerez plus bien. Ça, c'est le premier inconvénient. Donc, mauvaise mastication. Problème psychologique, parce que vous ne serez plus à l'aise dans la société. Vous imaginez un journaliste qui a perdu plein de dents, de toute façon, vous ne l'embaucherez pas. Ça, c'est clair. Donc, à partir... Sauf s'il écrit un papier. C'est un délit de faciès. On l'embauchera quand même s'il a les compétences. Ah non, mais... on trouvera une solution. Il va rédiger. Voilà. Donc, en tout cas, il ne fera pas les plateaux. Hein, ça, parce que j'ai pratiquement jamais vu un journaliste sur le plateau édenté. Hein. Oh, les voilà, donc... c'est cher aussi. On va lui acheter un dentier. Oui, c'est possible. C'est possible. Donc, effectivement, si vous perdez beaucoup de dents, il y a des conséquences. Je vous ai parlé de l'aspect psychologique là, dans la société. Et il y a effectivement l'aspect suite, je dirais, inconvénient, c'est mauvaise mastication, donc problème de digestion. Problème de digestion. Maintenant, comme certains le croient, perdre la vue, non. Perdre la vue, véritablement non. Mais je vous assure aussi, à l'hôpital où j'étais, les patients arrivaient, bon, si vous m'enlevez telle dent, je vais devenir aveugle. Non, ça ne peut pas être le cas. À quel âge est-ce qu'il est souhaitable pour un enfant de venir pour sa première consultation? Les enfants, quand ils ont 3 ans, dès qu'ils ont 3 ans, ils ont toutes les dents de lait. Il y en a 20. Bien avant, il faudra commencer à faire voir l'enfant par son chirurgien dentiste. Ça ne coûte rien, entre guillemets, c'est-à-dire aller à votre consultation que nous conseillons minimum 1 fois par jour, 1 fois par an, sinon 2 fois. Amenez votre enfant, même dès 2 ans, pour que le chirurgien dentiste jette un coup d'œil dans sa bouche. Parce qu'aujourd'hui, les enfants aiment beaucoup la sucrerie, les friandises, et ils peuvent développer dès cet âge-là de la carie dentaire. Alors, le 20 mars dernier, pour revenir un peu dans le contexte, Oui. C'était la journée sur le plan mondial de la santé bucco-dentaire. Tout à fait. Pourquoi dédier une journée à cette cause? Quand on me pose cette question-là, je souris parce que, voyez-vous, le 8 mars, je crois que c'est la journée mondiale. Aujourd'hui, des droits de la femme. Aujourd'hui, toutes les femmes sont informées. Elles prennent cela comme leur fête, n'est-ce pas? Voilà. C'est la même chose que nous recherchons. À travers cette journée-là, la Fédération dentaire internationale, qui regroupe toutes les associations nationales, dont la OSI, eh bien, la Fédération dentaire internationale a choisi cette date-là pour que ce jour-là, nous puissions, toutes les associations du monde entier, faire du bruit autour d'un thème choisi. Cette année, c'est « Sois fier de ta bouche », pour qu'en fait, le grand public, qui est la cible, puisse, ce jour-là, dire, il faut que j'aille voir mon dentiste. Ah oui, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, il faut que j'aille voir mon dentiste. Voilà. Nous aussi, on veut marquer, comme les femmes sont heureuses d'avoir le 8 mars comme la journée des droits de la femme, nous aussi, nous voulons marquer le grand public par ce jour de fête qui est aussi la fête des chirurgiens dentistes. Et comment vous comptez
parce qu'on est dans un contexte de crise sanitaire. Comment vous comptez sensibiliser? Je pense que la cible aussi, c'est en plus du grand public, oui, les bien enfants. sûr, les enfants. Comment vous comptez les sensibiliser à la pratique de la bonne hygiène dentaire? Parce que je note que vous avez une intention de toucher près de 20 000 écoliers. Voilà. Nous avons l'habitude de le faire depuis de nombreuses années. Quand cette date arrive, c'est pour nous, je le dis assez souvent, c'est l'ouverture de saison. Comme les footballeurs le disent, c'est l'ouverture de saison. C'est à partir de ce moment-là que nous nous déployons sur tout le territoire national pour sensibiliser les enfants à la bonne hygiène bucco-dentaire. Nous disons bonne hygiène bucco-dentaire parce qu'on peut se brosser les dents, mais mal se brosser les dents. Voyez-vous, on peut manger, mais mal manger, parce qu'on va favoriser l'apparition des caries. Donc, à partir de ce moment-là, nous sensibilisons le grand public, en commençant par les enfants dans les écoles primaires. Nous partons à temps normal, nous nous déployons sur tout le territoire national avec nos équipes de chirurgiens dentistes, et cela est fait bénévolement, il faut le savoir. Donc, nous nous organisons, nous avons un programme d'activité et nous voyons donc ces enfants dans les écoles. Nous faisons donc du dépistage quand c'était possible, puisque grâce à notre partenaire, nous avons un camion mobile. Nous arrivons donc dans une ville, nous rentrons dans les écoles. Le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale, qui est notre partenaire également, est prévenu, nous facilite l'ouverture de leurs locaux et nous travaillons avec ces enfants-là dans les écoles. Nous les sensibilisons à la bonne hygiène bucco-dentaire. Nous faisons du dépistage et nous traitons les cas simples. Okay. Ce que nous appelons les cas simples, c'est vraiment on trouve une toute petite carie et bien le dentiste dans le camion mobile soigne rapidement cette dent. Voilà. Généralement, on a, je pense, c'est vrai qu'il y a le frein financier qui vous empêche d'aller chez le chirurgien dentiste. D'ailleurs, on reviendra peut-être, si Brice le permet, sur cette question-là. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher? Surtout que vous voulez que ça rentre dans les pratiques de toutes les populations. Mais on a aussi l'aspect douloureux, parce que c'est très douloureux, en tout cas dans certains esprits, par rapport à certaines expériences. Il y a peut-être quelques années, aujourd'hui, il y a des traumatismes énormes sur les douleurs dentaires, notamment sur les soins. Mais je vous promets que non, parce que je pourrais même... sur le plateau. Est-ce que vous avez été traumatisé par une visite chez le dentiste? Mais si vous permettez, moi, oui. L'anesthésie fait le travail en général. Voilà, merci. Justement, heureusement d'ailleurs, moi, à plusieurs reprises, je ne vais pas parler de moi forcément sur le plateau, mais j'ai déjà eu une intervention, on m'a piqué 3 fois l'anesthésie, mais j'avais toujours mal. Et ce n'est qu'après que le chirurgien dentiste m'a demandé de faire un traitement, de suivre un traitement, parce que le premier, lui, il voulait l'arracher automatiquement. Même après la 3e piqûre, quand je lui disais que j'avais mal, il ne croyait pas. Heureusement que j'étais avec mon père qui m'a sauvé la vie ce jour-là, je pense. Sinon, donc c'est vous dire, ce genre de traumatisme-là, ça arrive. Oui. Et même hors ce contexte-là, ça fait toujours mal, un peu, quand vous touchez vos dents déjà par la douleur de la pathologie. Donc on se dit, si je vais chez le dentiste, ça va faire encore plus mal. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les gens par rapport aux nouvelles techniques, surtout aujourd'hui? Voilà, je vais vous dire, pour vous rassurer. Quand vous avez peur déjà, vous jouez contre nous. Vous voyez? Si vous arrivez chez un dentiste, l'anesthésie qui est faite, elle est faite pour ne pas que vous ayez mal. Si vous continuez d'avoir mal, le dentiste est obligé d'ajouter une autre carpule d'anesthésique. Vous avez votre organisme. Peut-être que vous résistez plus à un anesthésique par rapport à une autre patiente. Moi, ma grande sœur, une de mes sœurs, quand on lui fait l'anesthésie, ça reste 2 jours. C'est-à-dire le lendemain, vous appelle, oui, je ne sens toujours pas ma bouche, tout ça, parce qu'elle est hyper sensible à l'anesthésie. Vous voyez? Cette personne-là, vous lui faites une seule carpule, vous faites une intervention d'1 heure, elle ne bouge pas. Maintenant, quelqu'un comme vous, certainement, le dentiste a fait l'anesthésie, ça n'a pas marché. Effectivement, je pense que ce dentiste-là devait vous écouter. Ah, ça ne prend pas. Il garde le calme. Il ajoute une autre dose. Il attend, il ne se presse pas. Pour qu'il soit certain que ça a complètement pris avant d'intervenir sur vous. Mais souvent, il y a des patients dans la salle d'attente et ils vous font l'anesthésie. Et puis, voilà, bon,
on n'attend pas et puis on est stressé, ça arrive. Ça arrive et c'est malheureusement ce qui a dû arriver avec vous. Très bien. Je suis certain. Docteur, on vous garde. Sinon, c'est bon. Sinon, normalement, on fait l'anesthésie et on intervient sans souci. Mais même après, ça fait mal. Docteur, ça fait Non, mal. non. Avec quel âge? Non, mais on a tous peur du dentiste. Je devais avoir 17 ans, Oh, quand même. 17 ou 18 Non, ans, non. mais je vous... Non, non. Ça t'a traumatisé? Non, non, sincèrement, Ah oui, sincèrement, je dirais même pas aujourd'hui. Depuis que je suis étudiant, j'étais étudiant, quand on fait une anesthésie, Je rappelle que l'anesthésie, c'est une aiguille qu'on enfonce dans votre gencive. Non, mais justement, plus besoin, parce que j'ai été réconcilié il n'y a pas si longtemps avec justement ces nouvelles techniques et technologies aujourd'hui qui vous permettent même d'être anesthésié sans injection. Ah bon? Il y a des pommades On vous anesthésiantes, par regarde, exemple. docteur, on vous garde. Et puis on va revenir sur ce sujet-là juste après la pause. D'accord, On va dire, est-ce qu'il existe de nouvelles techniques au niveau de l'odontologie et de la stomatologie? J'y arrive. Alors, le 20 mars, c'est la journée, donc célébrer la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Justement, on parle un tout petit peu de cette association. Combien aujourd'hui d'odontologistes et de stomatologistes il y a dans cette association? Et la question qui suit, est-ce qu'il y en a suffisamment pour le nombre d'Ivoiriens que nous sommes? Non, non, pas du tout. Nous sommes actuellement un peu plus de 850 odontologistes en Côte d'Ivoire. 850, un peu plus de 850 odontologistes en Côte d'Ivoire. Quand on prend la population ivoirienne, ce n'est pas suffisant. Ce qui fait qu'il y a des zones non pourvues en cabinet dentaire. Il y a les déserts médicaux, on peut dire ça. Non, désert pas trop, parce que la Côte d'Ivoire a quand même fait beaucoup d'efforts. La Côte d'Ivoire a créé un programme de promotion de la santé bucco-dentaire. Et ce programme-là mène une politique pour que dans chaque coin, sinon dans chaque département de la Côte d'Ivoire, il puisse avoir un cabinet dentaire. Voilà. Donc, dans notre pays, dans chaque département, il y a au moins un cabinet dentaire. Maintenant, c'est clair que dans mon village, il n'y en a pas. Oui, mais moi, c'est vrai, quand on était à Divo, on était obligé d'aller jusqu'à Gagnoa pour se faire arracher une dent, parce que c'est là-bas qu'il se trouvait le dentiste, soit le plus compétent. Mais ça, je suppose qu'il y a quand même un bon moment. Ça a évolué, oui, ça a évolué. Sincèrement. Oui, donc, et on se rend compte qu'à Abidjan, il y a beaucoup plus de dentistes. Pourquoi ils ne vont pas s'installer un peu à l'extérieur? S'il y a plus d'argent à Abidjan, c'est une colle. Non, mais bon, écoutez, il faut, là c'est nos débats, parce qu'il faut qu'on puisse inciter, comme cela se fait dans les grands pays, on puisse inciter les chirurgiens dentistes à éventuellement aller vers les villes de l'intérieur, même dans les zones reculées pour s'installer. Mais est-ce que, bon, ils vont s'en sortir si c'est privé? Parce que si vous installez dans une ville de 10 000 habitants, bon, je ne pense pas que vous puissiez vous en sortir. Voilà. Tout le monde recherche les grandes villes. Abidjan, Bouaké, Gagnoa, Dimbokro, Abangourou, dans ces villes-là, Korogo, dans ces villes, on trouve des chirurgiens dentistes privés. Parce que c'est quand même des villes avec une densité de population quand même importante. Voilà. Alors, docteur, avec votre partenaire Signal, vous organisez une campagne de sensibilisation dans le cadre de cette journée-là, une campagne de sensibilisation dans les écoles. En quoi consiste-t-elle? Comment se déroulera-t-elle? Et est-ce qu'on peut en avoir des détails? Voilà, c'est très simple. Comme je l'ai dit, le 20 mars, la journée, disons, célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Notre partenaire, Unilever, avec sa marque Signal, nous avons l'habitude, depuis de très nombreuses années, à sensibiliser les élèves. Et au-delà des élèves, le grand public. Alors, je l'ai dit tantôt, nous allons dans les écoles. Actuellement, nous ne faisons plus de dépistage à cause de la situation sanitaire, mais nous allons dans les écoles. Nous parlons aux enfants, nous faisons de la sensibilisation à la bonne pratique bucco-dentaire. Ça veut dire quoi, la bonne pratique bucco-dentaire? Il faut se brosser les dents 2 fois par jour, après le repas. Alors, je me rappelle que beaucoup étaient surpris qu'on parle d'après le petit déjeuner, par exemple, en ce qui concerne le matin, parce que tout le monde se lève, on se rend bien propre, tout ça, on passe à la salle à manger, on prend son petit déjeuner, et puis on part au travail, on part à l'école. Non, nous insistons
pour que les enfants se brossent les dents, et les adultes aussi, parce que cela est valable pour les adultes. Les adultes aussi se brossent les dents après le petit déjeuner et le soir avant d'aller au lit. Ensuite, la pâte dentifrice. La pâte dentifrice, eh bien, ça doit être une pâte dentifrice fluorée. Fluorée, c'est-à-dire que quand vous achetez une pâte dentifrice, vous regardez que ça contient du fluor, tout ça. C'est bon. Ensuite, la visite annuelle chez le dentiste. Parce que, quel est l'intérêt? Même quand vous n'avez pas mal, quel est l'intérêt? C'est que quand vous partez, que le chirurgien dentiste voit qu'une carie débute. Parce que vous serez conscient que vous avez une carie parce que vous avez commencé à avoir mal. Vous voyez le piège? Alors quand on commence à avoir mal, c'est que la dent est déjà atteinte. Oui, ça allait en profondeur. Alors, quand le chirurgien dentiste voit déjà cette petite cavité-là, il la stoppe. Voilà. Il stoppe donc la carie. Et là, c'est très facile parce que des fois, il ne vous fait même pas d'anesthésie parce que ça turbine, hop, il ferme et puis c'est fini. Alors que si vous attendez que vous commencez à avoir mal, la cavité allait en profondeur, et bien le nerf n'est pas loin, donc c'est sûr que là il faut anesthésier, c'est un peu délicat. Docteur, on parlait tout à l'heure de nouvelles techniques pour revenir à la question de Serge Kouachi tout à l'heure. Oui. Je voulais poser une question sur la sensibilisation toujours, si je peux. Oui. Allez-y. Juste savoir comment est-ce que les gens réagissent et comment est-ce que vous évaluez l'impact de cette sensibilisation? Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est le résultat. Ah oui, bien sûr. L'impact, c'est quoi? Nous l'avons fait depuis des années, je vous dis, nous avons une grande expérience dessus. L'impact, c'est que les enfants sont conscients de ce qu'il faut se brosser après le petit déjeuner. Alors, nous avons suivi ces enfants-là, puisque nous le faisons depuis une trentaine d'années. Eh bien, les parents, les témoignages des parents, c'est qu'ils nous appellent. Ah oui, mon fils, il a suivi une séance de sensibilisation, et depuis il insiste, ah non, papa, on dit qu'on fait ça. Vous voyez? Ah, papa, on dit qu'on fait ça. Ah, vous dites que ça marche? Voilà, ça marche. Il y a un impact qui est réel. Oui, réel. Okay. Alors, je peux revenir à ma question? Merci beaucoup. Merci, Rihanna. Revenir à la question donc, de ces nouvelles techniques-là, parce que j'avoue qu'il y a eu beaucoup de préjugés autour de la visite chez le dentiste, autour du dentiste. Il y en a vrai, il y en a qui n'ont pas forcément tous les diplômes, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour rassurer les téléspectateurs? Est-ce qu'il existe de nouvelles... Je tiens à préciser, pour ne pas jeter l'opprobre sur votre profession, que celui dont je parlais tout à l'heure, le médecin qui m'a charcuté, n'avait pas ses diplômes. Voilà. Je suis tombé sur... Au niveau de la situation... Est-ce que vous faites face à des cas de faux dentistes que vous identifiez et que vous mettez hors de la corporation? Bien sûr. Il en existe. Mais voyez-vous... Aujourd'hui, quand on fréquente un cabinet, docteur pour un cas pratique, quand on arrive aujourd'hui, on devrait pouvoir avoir... Il y a des signes qui montrent qu'on a affaire à un cabinet dentaire agréé. C'est notre croix. Ensuite, la plaque. Docteur X, chirurgien dentiste, diplômé de Tonton. Quand vous rentrez dans un endroit comme ça, vous avez affaire à un chirurgien dentiste. On ne peut pas le falsifier? On peut pas le falsifier? Non, il y a un numéro du ministère. D'accord. Okay. Maintenant, quand vous allez, comme j'ai eu un de mes patients il y a à peine 2 semaines, qui rentre quelque part tout seul, il est presque convaincu que ce n'est pas un dentiste, mais il fait confiance quand même au monsieur parce que le monsieur a mis une grande pancarte en mettant des belles photos de dents blanches, tout ça, et qu'il va se faire soigner là-bas. Il allait faire une prothèse là-bas qu'il n'a pas du tout supporté. Évidemment, que pouvez-vous faire? C'est que vous pouvez dire, ah bon, l'endroit où vous êtes allé, eh bien, pouvez-vous nous donner l'adresse pour que nous puissions faire fermer cet endroit? Mais il n'y a pas de système de contrôle? Ah si. Ah d'accord. Ah si. Comme dans toutes les professions. À toutes les professions. Sinon, les chirurgiens dentistes, sincèrement, on reconnaît tout de suite qu'on a affaire à un cabinet dentaire sérieux. Vous voyez? Et j'ai même dit à ce monsieur, mais si vous n'avez pas d'argent, si vous estimez que vous ne pouvez pas aller dans le privé, mais allez-y à l'hôpital, pardi. Allez-y à l'hôpital. Voilà. Justement, je dois me créer un petit quiz, là, moi, que j'ai inventé dans ma tête, juste pendant que vous êtes là, pour des réponses rapides. Docteur, aujourd'hui, est-ce que se faire arracher une dent, se faire traiter une dent, ça coûte cher en Côte d'Ivoire? Si les chirurgiens dentistes m'entendent, ils vont dire Marcel dit que ça ne coûte pas cher, parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on perçoit. Bon, je peux estimer que ça coûte cher par rapport à la population. Parce que la population ivoirienne, c'est une minorité qui est assurée. C'est une minorité.
Vous pouvez arracher une dent aujourd'hui, on est entre Non, mais 20 et non, 40. vous parlez d'arracher, nous on ne parle plus d'arracher, nous on parle de traiter la dent, de conserver la dent. Très bien, on parle. parle. Deuxième question, est-ce oui. que ça fait mal? Aujourd'hui, Oui. non, vous faites l'anesthésie, vous n'avez pas mal. Est-ce qu'avec l'assurance maladie universelle, on peut aller voir un dentiste dans le privé? La CMU, Oui, normalement, oui. normalement. Oui. Est-ce qu'on vous pique l'anesthésie? Quatrième question. Est-ce que... On est obligé de vous piquer l'anesthésie? oui. Oui. Non, parce que c'est Maintenant, on lui a fait part On parlait d'une de nouvelle nouvelles technique technologies. qui... Maintenant, les Américains le font. Ils font inspirer des produits un peu anesthésiens pour que vous soyez dans les vapes, tout ça. En tout cas, pour vous moi, traiter, très voilà. franchement, et il n'y a pas si Mais longtemps nous d'ailleurs. ne le pratiquons pas véritablement ici. Nous D'accord. faisons l'anesthésie. Donc on extrait de moins en moins de dents maintenant. Ah non, oui, En bien tout cas, sûr, ça c'est fait plus mal dépassé. maintenant, ça fait plus C'est mal. dépassé. C'est dépassé. Il faut... Faites confiance aux chirurgiens dentistes, aux vrais chirurgiens dentistes. Faites confiance aux chirurgiens dentistes. Les techniques dont vous parliez, effectivement, il y a de nouvelles façons de faire. Même quand on a perdu les dents, pour les remplacer, on n'a plus besoin véritablement d'un dentier. On peut faire des implants. Voilà, racines artificielles, couronne artificielle. Racine artificielle donc implantée dans l'os, couronne artificielle plantée sur cette racine artificielle. Vous vous retrouvez avec une dent. De l'esthétique. Voilà. Docteur, il nous reste autour de 30-45 secondes. Un message? Oui, le message, quand un chirurgien dentiste se retrouve sur un plateau, il rappelle toujours les règles. Il fait de la sensibilisation. Donc, mon premier message, c'est que quand on se lève le matin, on prend le petit déjeuner et on va se brosser les dents avec une pâte dentifrice fluorée et on va voir le Là, en l'occurrence, dentiste. signal. En l'occurrence, signal. Voilà, je peux le dire. En Et l'occurrence, combien de signal. fois faut-il Et- changer de brosse à dents par exemple? Voilà, justement, merci pour la question. On demande de changer les brosses à dents chaque 2 à 3 mois. Maintenant, l'appel, c'est que nous, chirurgiens dentistes, nous allons aller vers les écoles, que les différents responsables nous ouvrent leurs portes. Voilà. Très bien. Ce que vous Merci, venez de dire, docteur ça Anougouin. va changer les habitudes des hommes mariés. Vous êtes chirurgien On va pas dentiste et tous parler, président je pense, avant de le l'association petit-déj. des odontologistes et stomatologistes de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été C'est moi ce qui vous soir sur remercie notre pour plateau. Et l'opportunité puis, que vous avez on donnée aura de parler certainement de d'autres notre- occasions de vous retrouver. Merci, docteur. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Merci. Merci à toutes Merci, les équipes Brice. techniques et tutoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Nous, on vous retrouve demain ici sur ce même plateau-là. Prenez soin de vous et de vos dents. Dieu veille sur vous.